quitté son sud natal, Césaire a quitté la Martinique, Damas a quitté Haïti, les écrivains de la négro-renaissance ont quitté les États-Unis d'Amérique. Ils se sont exilés en France, ils se sont retrouvés en France. Ils étaient partis apprendre. Ils étaient partis apprendre. Ils étaient partis continuer leurs études. Mais chacun en partant, était un petit assimilé. Hein. Ils n'avaient pas pris conscience encore. Chacun était animé peut-être par une volonté d'aller décrocher des diplômes et de venir diriger leur pays. Voilà. Mais il y aura des événements qui vont précipiter leur prise de conscience. Comme Paris, quel événement? Si vous prenez le premier événement, c'était l'intérêt que les Européens portaient sur l'art nègre, notamment Pablo Picasso et le cubisme. Parce qu'à un moment donné, Senghor, Césaire, Damas faisaient le tour des musées. Hein. Ils ont découvert dans les musées français des œuvres d'art africaines. Ils se sont dit que, mais écoutez, ces Blancs-là qui disaient qu'on n'avait pas de civilisation, on n'avait pas de culture, mais qu'est-ce qu'ils font avec nos œuvres d'art? D'où proviennent ces œuvres d'art? Ils les ont volées durant la colonisation. Vous voyez? Oui. Et un grand artiste, Picasso, a inventé le cubisme en s'inspirant de l'art africain. Parce que l'art occidental avait fini de lasser le public occidental, qui ne trouvait plus d'intérêt dans cette forme géométrique-là de l'art occidental. Ce qui les fascinait dans l'art africain, c'était à la fois sa forme naturelle, bizarre, spontanée, voilà, mystique, religieuse. Religieux, oui. Voilà. Voilà, des statuettes dont la tête est gauche, les mains disproportionnées. Ça aussi, je comprends bien. Le blanc était très sensible à l'art africain. Oui, parce que dans l'art africain, il y avait quelque chose de bizarre. Parce que l'art africain accompagnait l'homme noir dans ses activités quotidiennes. Et le noir y mettait toute sa croyance, toute sa culture et tout son savoir-faire. Ça, c'est vrai. Voilà. Cette forme bizarre fascinait l'homme blanc. D'ailleurs, il y a des ballets africains qu'on amenait en France pour se produire dans les spectacles, dans les salles de spectacle. Et le public français avalait avec gourmandise cette forme d'art-là, les ballets africains. Imaginez 12 gros diables musclés et 12 jeunes filles très belles, hein, avec comme seul cachex des feuilles d'arbre, les seins en l'air, le teint luisant, dansant au rythme endiablé de la rumba. Voilà ce qui fascinait le blanc. Le et blanc. Les salles de spectacle étaient remplies. Craquées. Donc ça a été la cause. Oui, les Africains ont découvert. Donc par rapport aux intellectuels africains qui ont compris que cet art-là, que les blancs contemplent infiniment est nôtre. Et émane de nous. Exactement. Nous devrons être fiers de notre culture. Et pourtant, eux, ils avaient des projets par rapport à notre civilisation. Avant de venir. Mais à Paris, ils ont pris conscience. Donc il y a l'intérêt que les Européens ont porté sur l'art nègre, qui a constitué un déclic pour une prise de conscience. Deuxièmement, ce qui a créé le déclic, c'était le mouvement de l'indigénisme né en Haïti, avec le docteur Mark Price. En Haïti, déjà, il y avait des Noirs qui réclamaient leur appartenance à l'Afrique. Et cela a retenti dans les oreilles de Senghor et de ses amis. Troisième événement, c'était en quelque sorte la Première et la Deuxième Guerre mondiale. Les Noirs ont participé à ces guerres-là et combattaient à côté des Blancs. Ils ont, durant cette guerre, démythifié et démystifié le Blanc. Le mythe de l'homme blanc est tombé. Le Blanc fuyait devant l'ennemi. Je vous interromps un tout petit peu pour... on va revenir un tout petit peu, comme vous dites, par rapport au départ de la négritude, ce mouvement intellectuel qui a beaucoup façonné l'Europe, le monde même si on peut dire, parce que vous parlez de grands messieurs, Léopold Sédar Senghor, Léon Cordier Damas et Aimé Césaire. Donc si je vous comprends bien, ces jeunes intellectuels de l'époque sont passés dans les galeries
dans les musées, ils ont découvert que l'art africain était permanemment exposé. Ouais. Et que le blanc attachait une importance capitale à cette... Ce qui est conscient en Exactement. Ça les a conscientisés, ça les a poussés à comprendre que c'est là que nous traitons d'hommes barbares, qui n'a pas d'histoire, qui n'a pas de civilisation, et pourtant ils contemplent autant que possible notre art. Donc ça veut dire que nous... Parfaitement, tu as compris. Non, je comprends. Ouais. Ah, vous m'avez appris beaucoup de choses, entre parenthèses. Donc, ils vont prendre l'écritoire pour s'exprimer. Oui, il y a des événements. Je voulais citer les événements Non, qui ont précipité la prise de conscience. Que l'intérêt que l'homme blanc accordait à l'art nègre, l'indigénisme en Haïti et le mythe qui est tombé durant la Deuxième Guerre mondiale. Hein? Les Noirs partaient en guerre, étaient au devant, et les Blancs se cachaient derrière eux. Ils ont démystifié le blanc. Ils ont dit que ce ne sont pas des hommes. À la fin de la guerre, arrivés en France, ces Noirs-là étaient estimés par les filles blanches. Qui trouvaient en eux véritablement des gentlemen. L'homme qu'il faut. Oui. L'homme de la citation partie de l'Afrique aurait libéré Paris. Oui, aurait libéré Paris. Non, on reviendra sur ça. on reviendra sur ça. Oui. Voilà, donc l'homme blanc a été démystifié. Troisième événement qui a conçu un déclic, Batouala de René Marin était devenu le premier livre de chevet des intellectuels de l'époque. Oui, et a été primé. Ah oui. Et Senghor dormait et se réveillait avec Batouala de René Marin. Donc c'est une source d'inspiration pour ces intellectuels-là. Ah oui. Le mouvement de la négro-renaissance aussi. Je vous dis que les poètes de la négro-renaissance ont été exilés d'Amérique vers Paris. Voilà. Claude MCK, Jean Toumain, voilà, sont venus à Paris et ont rencontré les poètes comme Senghor, Césaire Damas. Voilà. Et Senghor a eu écho des récits à travers, n'est-ce pas, Claude McKay, comment il luttait pour l'émancipation du noir. Ils se sont dit que si c'est les descendants d'anciens esclaves, pourquoi pas nous? Pourquoi pas nous? Ils ont parfaitement aussi un déclic. Il y a aussi les travaux des ethnologues en Afrique, comme Léo Frobenius, comme Westermann, comme Théodore Monod, qui ont fait des investigations et qui ont trouvé, n'est-ce pas, Lévi-Strauss travaille, c'est de l'ethnologie beaucoup en Afrique, la pensée sauvage. Par exemple, qui ont trouvé qu'en Afrique, il y avait de brillants foyers de civilisation. Voilà. De Menroué à Mésopotamie, dans une ville appelée Nok, il y avait une importante industrie de sidérurgie. À l'époque. Donc, voilà des événements. Le mouvement du surréalisme même a influencé les poètes. Donc, ces intellectuels africains ont compris qu'il faut montrer au reste du monde que nous avons une civilisation, nous avons une histoire. Évidemment, c'est l'ensemble maintenant de ces événements conjugués qui ont précipité la prise de conscience des intellectuels noirs de Paris, n'est-ce pas, et les a poussés à créer des revues, à se rencontrer et à débattre de leurs problèmes spécifiques. Et on va parler d'abord de ces revues-là. Donc, si je vous comprends bien, les éléments qui ont poussé, qui ont été les causes principaux, du moins les causes principales du mouvement de l'art, on peut dire l'intérêt que l'homme blanc accordait à l'art nègre, l'indigène en Haïti, l'indigénisme en Haïti, la démystification et le mythe qui tombe de l'homme blanc au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale, après la libération de Paris, et les travaux de certains ethnologues. Donc, c'est des éléments, ces principaux éléments ont été déterminés dans le mouvement, dans la naissance, dans la prise de conscience des Noirs. Voilà. Maintenant, on va passer à l'expression écrite par rapport aux revues. Et les Noirs vont se rencontrer bien évidemment à travers les revues. Et la première revue qui a été créée, c'était la revue du Monde Noir. Cette revue du Monde Noir a été créée par le docteur Sajouche, assisté des sœurs André et Paulette Nardal. Mais c'est des Haïtiens. Oui, c'était la première tribune intellectuelle où les Noirs du monde entier eurent l'occasion de se rencontrer et de débattre de leurs problèmes spécifiques. Bien, à ce niveau, bon, c'est le premier revue, le Monde Noir. La première revue, c'est le Monde Noir. La revue du Monde Noir, mais qui va prendre fin après 6 mois d'existence. Mais parti, elle n'aurait pas duré. Et il y aurait pas duré parce qu'il y avait des problèmes. Il y avait des problèmes d'argent, de financier, parce que pour qu'une revue vive, il faut de l'argent, il faut tirer les exemplaires et autres. Deuxièmement, les Noirs n'étaient pas d'accord sur l'orientation à donner à la revue. Ils n'étaient pas d'accord. Par rapport, il y avait des problèmes des problèmes d'orientation, des problèmes de conception et d'objectivité par rapport à ça. Et cette revue-là va disparaître. Et sous ses cendres va naître une autre revue qu'on appelle la bombe de légitime défense,
créés par des Martiniquais comme Étienne Leroux, René Ménil, Jules Marcel Monero, qui vont juger la revue du Monde Noir très conciliante. Ils disent qu'il n'était pas comme ça, il n'était pas assez engagé par rapport aux comme le titre de leur revue l'indique, légitime défense. Quand tu m'attaques, je t'attaque. Voilà. Légitime défense avait même des relents politiques. Ils étaient très engagés et ils dénonçaient ces intellectuels entiers qui imitaient le blanc. Voilà. Ils disaient que l'intellectuel africain doit aimer sa race, se faire l'écho des haines et aspirations de son peuple opprimé. Exactement. Et la bombe de légitime défense ayant un relent politique, des relents politiques, va être combattu par le gouvernement français, n'est-ce pas? Voilà, et va disparaître au bout de 3 mois, et ça n'a pas duré. Et sous les cendres maintenant de la bombe de légitime défense va naître... Présence africaine, si je comprends bien. Va naître l'étudiant noir. Mais donc, la dernière revue. Donc, par rapport aux revues là, il y en avait donc 3. Oui, 3 revues. Les plus marquants, les plus perceptibles, les plus sensibles, qui ont dominé leur époque. Mais donc, ce qu'on comprend essentiellement, à cette époque-là, il y avait une envie forte des Noirs de montrer au reste du monde, de montrer même au niveau de la France, que le Noir existe, que le Noir a une histoire, que le Noir a une civilisation. Donc, ça, c'était l'œuvre des intellectuels de l'époque. Oui, pas seulement que le Noir a une intellectuelle, que le Noir a une histoire. Voilà. Il luttait contre toute forme d'injustice. Exactement, il y avait des exactions, il y avait contre le racisme à l'époque. Voilà. Et non, c'est qu'il y avait pire que le racisme. Il y avait l'exploitation, il y avait du taux. Maintenant, c'est par rapport à leur objectif. Donc ces revues-là ont disparu les unes aux autres par rapport aux préoccupations, par rapport à leurs objectifs. Maintenant, l'agora africain, c'est-à-dire les intellectuels africains qui venaient de l'Afrique, et qui étaient à Paris. Qu'est-ce que vous pouvez nous en dire par rapport à ces intellectuels, par rapport au mouvement de la négritude? Oui, je dis, après la création de la dernière revue, l'étudiant noir, qui a eu le mérite, n'est-ce pas, de mettre fin au système clanique en vigueur au quartier latin. Parce qu'il y avait un système clanique, les Américains étaient à côté, les Antillais à côté, les Africains à côté. C'était un problème d'objectivité. Voilà. Il fallait mettre fin à ce système clanique, faire l'unité au sein des Noirs pour maintenant lutter pour leur dignité, pour l'égalité, contre l'injustice. Sous le revue. Et maintenant, c'est sous les cendres de l'étudiant noir que va naître le mouvement de la négritude. Et le terme négritude a été pour la première fois prononcé par Aimé Césaire dans le cahier d'un retour au pays natal. Et Senghor va trouver dans ce long poème-là le titre de négritude, et il va en faire, n'est-ce pas, le titre, il va baptiser le mouvement de la négritude. Donc le mouvement de la négritude, le premier acte qu'il va poser, c'est un retour aux sources. Parce qu'à un moment donné, le noir était écartelé entre une culture qu'il a abandonnée et une culture occidentale qui ne peut atteindre. Les Blancs leur refusaient les droits les plus élémentaires. Le noir était dans une situation d'entre-deux. Voilà, une situation d'entre-deux. C'est ce que disait un de ces Africains-là. Oui. Le long séjour d'un tronc d'arbre dans l'eau ne le transforme jamais en crocodile. Voilà. Donc, ce sentiment de négrophobie, la peur de ne pas exister dans l'univers, n'est-ce pas, sera complètement combattu par le mouvement de la négritude. Ils vont faire un long retour aux sources. Normalement, voilà. Comme le disent les Wolofs, c'est vrai. Quand vous lisez la poésie de Senghor, il y aura un retour aux sources à travers son royaume d'enfance. Sine, nuit de Sine, quand il se souvient le soir, autour d'une veillée, enfant, il observait, n'est-ce pas, les conteurs
n'est-ce pas? Voici que dès que la lune lasse vers son lit de mer étale, voici que s'assoupissent les éclats de lyre, que les contours eux-mêmes dodelinent de la tête, comme l'enfant sur le dos de sa mère. Hein? Voilà. Donc, Senghor, si vous le lisez, vous comprenez que c'est le nègre qui parle. C'est le noir qui retourne aux sources. Joal, par exemple. Je m'en rappelle, ainsi de suite. Voilà. Et donc, le premier même dans les Pangols aussi, il montre voilà. qu'il est vraiment... Il montre au reste du monde que c'est quelqu'un qui est imprégné des valeurs totalement africaines. Absolument. Qui montre ses relations avec ses semblables, ses relations avec sa terre natale. Tout ça, c'est une de ses préoccupations. Bien, Césaire aussi va retourner aux sources. C'est par rapport, exactement, dans son cahier. Césaire aussi dans le cahier d'un retour au pays natal, à travers son poème intitulé Partir. Mais Césaire, Partir ou en Haïti, retourner en Haïti. Mais Césaire, là où les gens ont des difficultés, c'est que Césaire, il est plus lyrique, il est plus violent. Il est difficile d'être compris. Mais c'est normal. Senghor n'a jamais été coupé de ses racines. Senghor a quitté son Sine, passant par Dakar pour aller poursuivre ses études en France. Il revenait en vacances. Hein, il n'a jamais été coupé de ses racines. Ça, c'est vrai. Mais vous prenez un Césaire, par exemple, fils de descendants d'anciens esclaves.